All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Première question du Calling All Devs de lundi pour Jens Lind. Quand on veut monter dans un véhicule, avant que l'animation ne démarre, on est automatiquement téléporté au point nécessaire. Est-ce que ça va changer? Pour faire simple, oui, c'est pas définitif, et on devrait même pouvoir annuler l'animation pendant ce laps de temps. Deuxième question pour Todd Papy, en quoi les joueurs qui ne jouent pas roleplay seront affectés par la mort définitive de leur personnage? Il confirme ce que je soupçonnais depuis quelques temps, la mort définitive de notre personnage ne sera pas quelque chose de très punitif. Si votre santé descend à 0 et que vous avez subi des dégâts peu importants et que vous êtes réparable, vous réapparaîtrez dans l'hôpital le plus proche avec des cicatrices ou des prothèses. Et si ça se reproduit trop souvent, votre personnage mourra, vous perdrez tout ce que vous aviez sur vous, et vous devrez refaire un autre personnage qui récupérera toutes les possessions de l'ancien. Dit comme ça, on voit pas trop en quoi c'est punitif, on peut peut-être imaginer que ça effectuera une réinitialisation de notre réputation sur les différentes notes du service Beacon, ou qu'on héritera d'un certain niveau de criminalité, on verra. Troisième question pour Chad McKinney, est-ce qu'on pourra sélectionner plusieurs points de saut quantique pour les parcourir les uns à la suite des autres? Oui, c'est définitivement prévu car ils savent que ça serait vraiment trop fatigant de réouvrir sa star map si on doit faire plusieurs sauts quantiques d'affilée. Donc ils vont créer un système qui permettra de trouver le chemin le plus rapide entre deux points et le modifier manuellement si on cherche à éviter certains secteurs. Quatrième question pour John Crew, est-ce qu'on aura un rôle de navigateur? Alors grosso modo oui, mais seulement dans les plus gros vaisseaux et il s'est pas vraiment étendu sur les responsabilités qu'aurait un joueur à ce poste. Dernière question, toujours pour lui, est-ce que les vaisseaux qui auront seulement des propulseurs de manœuvre et pas de réacteurs à poussée verticale verront leur manœuvrabilité réduite en atmosphère s'ils volent autrement qu'à l'horizontale? Oui, et normalement c'est déjà implémenté avec le dernier patch. Donc en atmosphère, il faudra faire attention à l'orientation de son vaisseau pour compenser la gravité avec la poussée des réacteurs. Le lore post de mardi était un véritable cauchemar à traduire, et c'est vraiment dommage. Ça racontait l'histoire d'une gamine abandonnée dans les bas-fonds d'une grande ville, et toute l'histoire est racontée du point de vue de cette gamine. Donc pour bien montrer son absence d'éducation et sa mauvaise élocution, tout ce qui est raconté est retranscrit comme elle le prononcerait, c'est-à-dire avec des mots hachés ou des mots écrits n'importe comment. Et c'est plutôt dommage que la forme soit comme ça, parce que sur le fond, c'est plutôt intéressant et assez violent. Le nom de la planète où cette petite fille se trouve n'est jamais précisé parce que c'est elle qui raconte et qu'elle en sait rien. Elle a pas non plus l'air de savoir son nom ni son âge et quand elle parle de période de temps, elle compte en nombre de ticks, ce qui correspond certainement à une rotation de la planète autour de son étoile. En fait pour elle, l'univers se limite aux égouts où elle vagabonde avec d'autres enfants abandonnés qui s'entretuent très jeunes pour de la nourriture, au milieu des cadavres d'autres enfants qui étaient condamnés à mourir dans les égouts quand ils sont devenus trop grands pour sortir par les conduits où ils sont arrivés. Un peu comme Anakin Skywalker, elle a réussi à assurer sa survie grâce à son talent pour la mécanique en se faufilant dans les conduits d'aération des boutiques de réparation d'une grande rue des bas-fonds de la ville pour regarder comment les gens travaillaient. Elle a fini par être embauchée dans une boutique pour réparer des composants et des combinaisons spatiales. Un jour, une femme entra dans la boutique pour une réparation, s'adressa à la jeune fille et fut surpris par ses talents de mécanicienne. Elle apprit plus tard que cette femme riche était surnommée la mère supérieure et qu'elle était une sorte de marchande d'informations et qu'elle faisait partie de ceux d'en haut, ce qui m'amène à croire que la planète où l'action se déroule est ArcCorp, avec les riches vivant dans les buildings et les pauvres vivant dans le fond de la ville, comme sur Coruscant dans l'univers étendu de Star Wars. Encore plus tard, quand la petite fille fut attrapée en train de faire les poches des voyageurs dans le métro, c'est cette mystérieuse femme qui paya sa caution au tribunal. Elle l'a pris sous son aile et la logea chez elle, de toute évidence pour qu'elle lui soit redevable. La suite au prochain chapitre. Jeudi, l'émission Around the Verse a fini en montrant un épisode de Lore Maker Guide of the Galaxy. D'habitude, c'est le mardi, donc je vais en parler tout de suite. Cet épisode présentait donc le système Osiris, découvert en 2728 par un technicien qui faisait des réparations sur un satellite. L'émoi provoqué par la découverte de ce système est vite retombé, car à l'époque, l'UE était secouée par des scandales politiques. Quand les Messeurs ont été renversés en 2792, l'humanité s'est à nouveau intéressée à ce système. C'est à cette époque qu'on a découvert que la première planète du système abritait la vie, notamment une espèce de singe vivant dans des cavernes. Des sénateurs ont rapidement proposé que le système tout entier soit classé comme protégé selon le Fair Chance Act qui stipule que l'humanité ne doit pas intervenir sur les planètes où la vie se développe. Il y a des opposants à ce traité qui voudraient l'abolir, mais ils sont quand même divisés. Certains estiment que l'humanité ne devrait pas se préoccuper des formes de vie en voie de développement et les exterminer si nécessaire, et d'autres estiment qu'il faudrait au contraire interagir avec elles et les aider à se développer. Pour en revenir au système Osiris, certains sénateurs plutôt conservateurs ont estimé que ça coûterait trop cher de protéger tout le système. Un compromis a donc été trouvé et c'est seulement Osiris 1 qui a été classé comme zone protégée. Une station spatiale a été mise en orbite autour de la planète pour étudier l'espèce de singes vivants, même si c'est assez difficile de les observer vu qu'ils vivent dans des grottes. Deux incidents se sont produits depuis la création de la station.
Un contrebandier fuyait la planète avec une soute pleine de ses singes quand il a été intercepté. Après l'arrestation, les singes étaient beaucoup trop mal en point pour être ramenés sur la planète et du coup ils ont été hébergés sur la station. C'est pratique parce que ça fait venir pas mal de touristes. Et le deuxième incident s'est produit quand des hors-la-loi ont atterri sur la planète et ils sont morts, laissant tout leur équipement aux mains de la faune locale, ce qui inquiète les scientifiques vis-à-vis de l'influence que ça pourrait avoir sur leur évolution. Pour que le système ne soit pas qu'une source de dépenses, l'UE vend des licences autorisant à raffiner du carburant dans l'atmosphère d'Osiris 2. Ils vendent aussi des licences permettant le minage de la ceinture d'astéroïdes du système, mais c'est une des plus dangereuses de l'UE, donc seules les plus grosses entreprises s'y risquent. Pour finir, il y a un peu de contrebande autour d'Osiris 2, mais la Navy ferme un peu les yeux puisque ça rapporte de l'argent au gouvernement et que les contrebandiers font ça à petite échelle. Jeudi, CIG a publié ses réponses aux questions des backers concernant le Hercule de Crusader Industries. Comment un outpost pourra se défendre contre l'attaque d'un Hercule? Ils sont en train de voir comment on pourra placer des défenses anti-air et aussi à quel point les outposts seront endommageables. Est-ce que ce vaisseau aura des lits, une salle de bain et une cuisine? Oui, il y aura tout ça dans toutes les variantes, mais il n'y aura seulement que 3 lits car c'est pas vraiment un vaisseau fait pour être habité pendant des longues durées. Est-ce que le Hercule aura d'autres entrées que les rampes, ou est-ce qu'il faudra décompresser toute la soute à marchandises à chaque fois qu'on voudra sortir? Non, il y aura aussi un ascenseur et il servira de sas vers l'extérieur. Est-ce qu'on peut espérer avoir d'autres vaisseaux avec des soutes à bombes? Alors pour le moment, il n'y a que le Hercule qui est prévu comme ça, et ils sont en train de voir s'ils peuvent faire des variantes bombardiers pour les vaisseaux déjà annoncés, comme le Retaliator, même s'il sera peut-être pas capable de transporter des bombes de taille 10. Pour le transport de cargo, quel avantage aura le Hercule sur un Starfarer qui est moins cher? Le Starfarer aura ses conteneurs de cargo à l'extérieur, ce qui rendra la marchandise plus vulnérable. Aussi, le Starfarer sera incapable de transporter des véhicules. En quoi les bombes seront différentes des torpilles? Les bombes seront plus grandes, feront plus de dégâts sur une zone plus large, mais ne pourront pas être téléguidées. Enfin, si les bombes de la variante A2 du Hercule ne sont pas équipées, sera-t-il possible d'y stocker plus de cargaisons? Non, car les socles des bombes seront toujours présents. Jeudi, l'émission Around the Verse présentait les derniers progrès de la 3.2. Ils travaillaient sur des nouveaux shaders pour le VR il y a plusieurs semaines et ils sont en train de faire des essais pour les appliquer à la visière de nos casques. Ils l'ont aussi appliqué sur les verrières des serres dans les outposts. Ils continuent de travailler sur les PNJ en ajoutant de nouvelles animations, de nouvelles personnalités et de nouvelles répliques audio. Sur les sauts quantiques, ils sont en train de développer le code et l'interface pour pouvoir faire des sauts synchronisés avec les autres membres d'un groupe. Et surtout, ils sont partis sur leur idée de saut quantique courbé pour se rendre plus facilement de l'autre côté d'une planète. La personnalisation des terminaux d'achat pour chaque enseigne continue d'avancer avec ici, Stegman et Kasaba Outlet. Sur le système de groupe, ils sont toujours à l'état de préparation de la maquette avec la prise en compte d'un besoin de compatibilité entre le Mobiglass in-game et le Spectrum sur le web. Comme la semaine dernière, les effets visuels des lasers de forage et des rayons tracteurs continuent d'être améliorés. Sur les mécaniques de scan, les équipes gameplay et interface travaillent pour l'instant séparément et ils mettront leur travail en commun une fois que le travail sera un peu plus avancé. Comme chaque semaine depuis un mois environ, l'équipe en charge des assets continue de peupler les hangars. Et pour finir, l'équipe en charge des environnements continue de travailler sur Hearthstone, Lorville et les environnements alentours. Ensuite, l'émission a présenté les derniers progrès sur les armures Legacy. Pas de nouvelles infos, mais des belles images de ces armures qui arriveront dans la 3.2. Dans Star Citizen, ces armures sont assez anciennes et elles servent du coup à souligner le fait que l'univers dans lequel on évolue est futuriste mais vieux. Leur ancienneté sera mise en avant par des silhouettes beaucoup plus imposantes, des arêtes moins verticales et une disparité de matériaux. C'était d'ailleurs assez compliqué pour les artistes de rétrograder dans l'élaboration d'un design. Au final, leur création est sur la fin et ils les ont rendues modulaires, ce qui permettra de combiner le torse, le casque, les bras ou les jambes de ces armures avec d'autres parties d'autres armures. Ça leur permettra de créer plus de variété pour les PNJ dans l'univers persistant et dans Squadron 42. Vendredi, Disco Lando recevait Jeremy Ali, Corey Johnson et Gage Hellman dans l'émission Reverse the Verse pour reparler de ça justement. Pas beaucoup de nouvelles infos puisqu'ils ont passé beaucoup de temps à déconner. Est-ce qu'il sera possible de retirer son casque avec un raccourci clavier? Oui, pourquoi pas, mais ça dépendra plutôt de ce que choisit l'équipe en charge des personnages. Est-ce qu'on aura des armures pour mieux supporter les forces G? Ils y ont pas pensé, mais c'est parfaitement dans l'esprit du jeu. Est-ce qu'on pourra personnaliser la couleur des armures pour les faire correspondre au code couleur d'une organisation? Alors ils ont créé 21 variations de couleurs pour les armures, et vu qu'on pourra combiner séparément des morceaux d'armure, on pourra faire les combinaisons qui nous intéressent. On n'aura probablement pas de pinceau pour personnaliser toutes les surfaces de l'armure, mais c'est encore en discussion. Enfin, est-ce que les capes et les foulards seront liés aux armures? Oui, et il faudrait qu'ils fassent un petit travail supplémentaire pour que ça soit amovible. Samedi, CIG a mis à jour la progression de la 3.2. Sans surprise, les armures Legacy ont bien avancé. Sur le gameplay, les tâches de manipulation des tourelles manuelles et télécommandées sont terminées. Le système de groupe, l'item 2.0 sur l'allocation de la puissance d'un vaisseau et les terminaux d'achat ont bien avancé, comme le minage, mais qui lui a reçu 12 nouvelles tâches. Pour finir, les armes ont peu avancé et les vaisseaux pratiquement pas. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.